Deuxième table ronde avec l'Athémis et avec Romain Demissy, laboratoire d'intervention et de recherche né en 2001, avec son approche pluridisciplinaire. Romain va nous en dire quelques mots. Et des associations bénéficiaires, Catherine Alain, qui est directrice du Centre social de Vitré. On pourrait parler d'écosystème, parce que Vitré est une ville un petit peu particulière, administrée par un ancien ministre. Ça fait un peu redondance. Pierre Méhaignerie, on dit que cette ville connaît le plus bas taux de chômage de France. Peut-être que la qualité de vie des associations et d'un centre social dépend aussi de cette réalité économico-politique. Et Louise Danielou pour le CELAB à Rennes, qui est CELAB. Faut que je m'y mette, hein, c'est dingue. Bah oui, on avait répété, elle dit non, CELAB, vous êtes ringard. Et Vlan, ex-radio campus de Rennes, que je connais un tout petit peu, pas celle de Rennes, mais celle de Dijon, parce que j'ai fait mes premières armes là-bas. Romain, la Thémis, la technique, les rencontres avec les associations, la méthodologie que vous employez nous intéresse. D'accord. Alors, bonjour à tous. Alors, Athémis, c'est un laboratoire d'intervention et de recherche. Alors, on a eu le LISRA avant. C'est pas exactement le même mouvement, mais vous voyez qu'il y a quand même quelque chose d'assez commun, c'est-à-dire d'essayer de faire de la recherche, non pas, on pourrait dire simplement dans les sphères de la théorie, en réfléchissant entre chercheurs, mais avec cette idée d'aller se confronter au métier de l'intervention. L'intervention, c'est pas juste aller voir sur le terrain, c'est se mouiller et aller, y compris, s'engager sur les terrains sur lesquels on travaille, et donc penser aussi la recherche en relation avec une dynamique d'action et une dynamique d'accompagnement, d'intervention. Alors, Athémis a comme, on pourrait dire, idée centrale la question de la centralité du travail. Alors, pour ceux qui ont lu un peu le descriptif de notre expérimentation, et puis on va sans doute en parler aussi, le point d'orgue d'Athémis, c'est d'être sur les mutations du travail, les grandes transformations du travail, et de comprendre, à partir de ces transformations et de ces mutations du travail, finalement, ce qui se joue dans les autres transformations, dans les autres formes de transformation de nos sociétés. Athémis, du coup, a comme entrée principale d'essayer de remettre la question du travail au centre des discussions et d'en faire un point de départ, un élément d'entrée dans un ensemble de questions, dont celle des modèles économiques, mais j'y reviendrai après. Cette question, alors attention, quand on parle de la question du travail, on ne parle pas de la question de l'emploi, c'est une confusion assez fréquente qui est faite. On parle de l'activité de travail, c'est-à-dire le fait de travailler, et non pas le fait d'avoir un travail, qui est plutôt l'usage qu'on fait dans le langage courant. Et on a donné ensemble l'exemple des 10 territoires zéro chômeur de longue durée. Ouais. Sur des territoires, on disait il n'y a pas d'emploi, ou il n'y a plus d'emploi, mais il y a du travail. Comment on transforme le travail en emploi ? Exactement. Et donc là, on a cette entrée donc, par l'activité de travail. Et en fait, Athémis est né sur cette idée qu'on avait une rupture dans les trajectoires longues, avec notamment la fin de la pertinence d'un modèle de pensée qui est le modèle industriel, qui a une conception particulière du travail, qui a aussi une conception particulière de la valeur économique, etc. Tout ça, je vais y revenir après, parce qu'on nous a tendu plein de perches dans la table ronde précédente. Et donc, cette rupture amenait aussi une difficulté, c'est à saisir qu'il y avait des transformations profondes du travail, à travers notamment le développement des activités relationnelles et servicielles qui engageaient en fait les personnes dans le travail de manière très différente. Et pas uniquement d'ailleurs dans les activités de service, mais aussi dans les activités de transformation de la matière, celles qu'on appelle l'industrie en général. Donc, de ce point-là, en fait, on comprend finalement l'émergence de tout un tas de difficultés liées aux transformations du travail. Je vais aller très vite là-dessus, mais c'est l'émergence de tout ce qu'on appelle les burn-out, les risques psychosociaux ou troubles psychosociaux, en fonction que le risque se transforme ou pas. Et donc, tous ces aspects qui amènent finalement à se dire, mais comment on comprend ça ? Alors, on a une compréhension par le travail, mais on voit qu'en rentrant par le travail, les clés qui permettent finalement d'intervenir sur ces questions, elles se jouent aussi dans d'autres dimensions, notamment d'une part la dimension des modèles économiques. Le modèle économique dans lequel on se trouve a une incidence sur la manière dont est pensé et conduit le travail. Et de l'autre côté, on pourrait dire du côté des modèles de développement territoriaux,
où là aussi, quand on parle du travail dans les collectivités, hein, il y avait une personne d'une collectivité tout à l'heure, dans les collectivités, la forme du modèle de développement est aussi confrontée à cette question du travail des agents ici. Et d'ailleurs, le modèle économique des entreprises est en prise un peu directe avec les modèles de développement. On ne développe pas le territoire de la même manière, selon qu'on l'envisage comme un réceptacle qui doit être attractif, pour utiliser les mots de cette inspiration pour des activités économiques, ou un territoire qui essaie de constituer un patrimoine collectif territorial, plutôt pour être un appui accueillant et renforçant finalement les dynamiques d'acteurs locaux. Alors, peut-être pour un peu clarifier, parce qu'Atemis du coup est un laboratoire pluridisciplinaire dans lequel il y a principalement des économistes, des ergonomes, des psychodynamiciens du travail, donc voilà un peu les grandes disciplines. Ensuite, il y a un pan qui là recouvre moins de disciplines, mais un peu des métasciences. Il y a en gros les sciences du travail, et puis il y aurait les sciences des territoires d'un autre côté. Moi-même, je suis économiste, et sur ce projet... Nul n'est parfait. Exactement. Mais vous allez voir que je ne suis pas un économiste tout à fait économiste comme a été décrite tout à l'heure l'économie, heureusement. Hein, je ne cherche pas à faire de l'économisme, comme on dit parfois. Et donc j'étais dans cette expérimentation accompagné de Sandro de Gasparo. Enfin, on copilotait, c'était plus qu'être accompagné. On a copiloté avec Sandro, qui est ergonome et psychodynamicien du travail. Donc voilà, on avait ces deux hémisphères dans notre cerveau pour mener à bien cette expérimentation. Un point d'entrée dans l'expérimentation, et qui est un point focal très fort d'Atemis et de l'approche d'Atemis sur les modèles économiques, c'est de ne pas réduire l'économie aux dimensions financières et formalisées. Et c'est quelque chose qui était d'ailleurs apparu très fortement dans la première réunion qu'on avait eue avec le groupe. Quand on a demandé quelles sont finalement les difficultés de vos modèles économiques, on a eu des difficultés de budget. Et alors que l'économie, c'est une science qui s'intéresse d'abord à comment on construit de la valeur, comment on produit de la valeur, comment on mobilise des ressources pour produire de la valeur, et on garantit d'ailleurs la production de cette valeur dans un temps long, et donc on pérennise quelque part cette capacité à produire de la valeur. Et l'approche d'Atemis, c'est de dire on a tellement l'habitude de penser avec les grilles du modèle industriel qui nous donne à voir que la valeur que l'on produit, c'est forcément quelque chose d'anticipable, reproductible, qui fait que finalement, Scilab, ils doivent faire des émissions de radio, puis une émission de radio, c'est un temps donné, peu importe le contenu, finalement, c'est une émission de radio. Alors en fait, ce qu'on découvre quand on s'intéresse au travail qui est fait, c'est qu'il y a beaucoup plus de valeur déjà de produite que l'émission de radio n'en laisse apparaître. Et puis, les ressources que ça mobilise, c'est pas juste du temps, du matériel et puis des gens pendant ce temps-là. Ça déborde aussi largement le cadre de ce qu'on arrive à formaliser. Donc, de reprendre, du coup, ça a été une première ligne, reprendre la question du modèle économique, non pas à partir du modèle de financement, de la manière dont ces structures sont financées ou se financent ou trouvent des modes de financement, mais de le prendre à partir de la trajectoire de production. Quelle valeur ils produisent, avec cette idée que les idées n'étaient pas forcément toujours claires sur quelle valeur était produite, comment elle est produite, avec qui elle est produite, et pas à partir des formes, on pourrait dire des partenariats identifiés, formalisés. Ça, c'est très facile à faire. On prend un bilan d'activité, on a toutes ces réponses-là. Non, en le faisant, en passant, y compris par des observations du travail, c'est-à-dire en allant dans ces structures, regarder comment les gens travaillent, comment ils réfléchissent, avec qui ils travaillent réellement. Et on a découvert d'ailleurs des choses assez intéressantes. Je pense que Louise pourra en dire deux mots, notamment sur des écosystèmes complètement sans financement. C'est-à-dire il n'y a même pas la question du financement qui est présente, mais ça produit de la valeur, c'est reconnu comme tel, c'est entretenu comme tel, et pourtant sans financement. Et donc tout l'intérêt d'essayer d'aller vers ce vers quoi on va atterrir au bout du bout, qui est la question, Grégory l'évoquait tout à l'heure, qui est la question du coup de l'évaluation, non pas au sens de regarder si ce que l'on a fait c'est conforme avec ce qu'on avait prévu de faire. Ça, c'est vraiment très industriel. Quand vous fabriquez une voiture, il vaut mieux qu'elle ait la même tête que sur le plan à la fin. C'est la garantie que finalement vous tenez la qualité de la voiture telle qu'elle était prévue par votre ingénieur. Quand vous êtes dans des activités éducation populaire, on ne peut pas tellement savoir ce que va être le résultat. Du coup, on le découvre. Et donc, ce n'est pas une évaluation qui dit est-ce qu'on a fait ce qu'on avait dit qu'on ferait, mais c'est une évaluation, finalement, qu'est-ce qui s'est produit ? Et est-ce que ce qu'on a produit, ça vaut quelque chose ? Est-ce que ça vaut le coup ? Et d'ailleurs, on ne le fait peut-être pas uniquement à la fin, ce processus-là.
ça vaut le coup aussi de le penser, de l'anticiper et d'ailleurs de le travailler un peu au long cours. Parce que c'est un peu dommage de découvrir à la fin qu'on a produit une valeur qui finalement n'intéresse personne. Donc on rentre sur cette question particulière de l'évaluation. Alors, comment on est arrivé à ça? Comment on a fait tout ça? Alors, nous, on vient pas tellement, en fait, on vient d'ailleurs pas avec Sandro, on n'est pas des experts, pour le coup. Déjà, on n'aime pas ce qualificatif-là non plus. Ça doit être un trait commun des intervenants chercheurs ou des gens qui font de la recherche-action. On n'aime pas tellement ce terme-là, mais donc on n'a pas une histoire très grande chez Athemis avec les structures éducation populaire. Et je ne pense pas que d'ailleurs que le FONJEP soit venu pour cette ligne particulière dans notre CV, puisqu'à vrai dire, elle est assez faiblarde. Hein. Il y a Sandro qui a quelques expériences d'accompagnement dans ce sens-là, mais voilà. Ça, pardon, je me permets, Oui. Romain, ça vous disait quelque chose, l'éducation populaire? Alors oui, puisqu'il se trouve qu'on est engagés tous les deux. Sandro anime une université populaire à Bondy. Mais d'ailleurs, le projet d'université populaire s'est construit un peu en même temps que notre projet FONJEP. Donc je ne sais pas, la paternité est un peu floue. Mais je pense que ça lui trottait dans la tête depuis un moment, à vrai dire, pour le connaître, puisqu'il avait déjà fait des actions, notamment pour des réseaux d'artistes sur son territoire de Seine-Saint-Denis, sur lequel il y a énormément de choses à faire et il y a énormément de gens d'ailleurs qui sont en appétit de s'engager. Voilà, donc ça, c'était du côté de Sandro et moi, je suis coprésident avec 15 autres personnes d'une association sportive qui cherche à faire du sport populaire, alors qui n'est pas encore, je ne sais pas si on dit certifié ou reconnu, agréé GEP. Voilà, c'est un peu un truc qu'on voudrait, mais à vrai dire, comme c'est pour l'instant, bon. C'est quoi comme sport? Alors on fait de l'omnisport, on fait tous les sports nous. On fait football, basket, handball, badminton, volley. On fait aussi de la cardio, de la zumba, du yoga, de la méditation. Enfin bon voilà, tout ce qu'on. Notre objectif c'est plutôt de rendre accessible des pratiques sportives au plus grand nombre. Vous voyez que c'est quand même assez esprit GEP pour le coup, sachant que l'accessibilité on la limite pas à une question de coût. C'est du sport non compétitif, convivial, accueillant, dans lequel on s'amuse, à vrai dire. C'est surtout, mais bon, voilà. C'est pour ça que c'est pas un champ professionnel, mais voilà, c'est une activité qui est là aussi. Donc on avait un rapport individuel à cette question, mais pas professionnel. On avait accompagné des gens de l'ESS, mais pas du monde GEP. Voilà. Par contre, on a travaillé depuis que Athemis existe cette question des modèles économiques. Et on a d'ailleurs développé toute une approche autour d'un concept qui s'appelle l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. J'en ai parlé longuement l'année dernière dans la vidéo qui présente nos expérimentations. Je ne vais pas vous réinfliger ça parce que c'est un peu long, mais pour dire que c'est un modèle, mais au sens du référentiel, comme le disait très bien Hugues Bazin tout à l'heure. C'est un référentiel de questionnement pour travailler son propre modèle économique, pour justement reprendre la question de quelle valeur je cherche à produire, quelle valeur je produis, comment je comprends, non pas les consommateurs, mais ceux qui sont bénéficiaires de mon service, en quoi ça révèle finalement qu'ils ont des attentes qu'eux-mêmes ignorent. Et c'est en faisant qu'on révèle finalement ces différentes attentes, qu'on les co-construit. Comment, du coup, on organise la production, non pas sur le mode de l'optimisation, vous savez, le lean management ou l'économie de coûts, l'économie de moyens, mais plutôt en pensant finalement la synergie des activités, en pensant des économies, ce qu'on appelle de complémentation. En mettant des gens complémentaires côte à côte, on peut produire beaucoup plus que par la spécialisation, pas par l'intensification du travail, mais en prenant le temps, justement en permettant les économies d'adoption, en permettant de se laisser le temps de... Quand on doit monter sur un territoire ou face à un public particulier des activités, plus on va le connaître, plus on va être efficace. Et donc, de remettre ça en cause tous les ans, parce que pour des logiques contractuelles ou de financement, c'est complètement absurde. On détruit de la valeur de ce point de vue-là. Donc, c'est reprendre un peu ces questions-là, et à partir de ce référentiel-là, de le partager, du coup, avec les associations. J'imagine, est toujours un peu compliqué, parce que ça fait un gros bloc à découvrir comme ça au démarrage. Mais ensuite, heureusement, on a travaillé de manière régulière avec les associations et pas juste à se gratter la tête, à dire comment on peut imaginer votre modèle économique, puisqu'on s'était doté de cette capacité importante à aller dans les assos et donc aussi à comprendre ce qui s'y passe en vrai. Et donc de partir plutôt de ce qui s'y passe en vrai, pour ensemble déjà nous éclairer un peu du côté conceptuel, ça fait écho à tel concept, et ensuite pour les autres, en quoi ça fait écho à vos situations, pour montrer que finalement la question de la valeur que l'on produit, de la manière de l'évaluer, des modalités aussi de renforcement des compétences des personnes que l'on engage,
c'est des questions communes. Et où, en fait, comme le disait très justement Hugues quand il a terminé son propos tout à l'heure, en disant il y a déjà des tas de choses à l'œuvre, en parlant d'innovation, d'invention, il y a déjà des choses formidables qui sont inventées par ces structures. Toute la difficulté, c'est que toute la couche formelle de pilotage des associations, les budgets, les bilans qui sont demandés, je ne parle pas de ceux qu'on peut faire un peu volontairement, tout ça vous ramène à une dimension hyper rabougrie de votre activité. Un FJT, on va dire, c'est quoi le taux de remplissage? Comme si le rôle d'un FJT, c'était de remplir des lits. Alors que l'activité d'un FJT, c'est bien autre chose que de remplir des lits. Ce serait que remplir des lits, franchement, ce serait quand même facile comme boulot, FJT. Une radio, c'est pas juste produire des émissions, c'est beaucoup plus ambitieux de se dire, c'est faire en sorte que c'est pas nous qui produisons, ils ont des salariés, mais c'est pas eux qui produisent l'émission. Non, non. Eux, ils appuient pour que les autres produisent des émissions. Ah oui, mais là, c'est pas une émission que vous produisez. Vous voyez que ça déborde un peu tous ces aspects-là. Donc, cette complexité-là, qui est gommée donc, par cette forme très classique, très institutionnelle, et qui pose d'ailleurs des relations très marchandes, à vrai dire. On en parlait un peu en aparté là, avec Nadine, c'est-à-dire ce côté de dire, nous, on vous finance une action comme s'ils achetaient une boîte de chocolat. Vous voyez, on sait déjà ce qu'il y a dedans à l'avance, donc à la fin, on compte, est-ce que tous les chocolats sont là? Bon, c'est bon, tous les chocolats sont là. C'est que l'action devait être bonne. Alors que on voyait bien que dire à l'avance ce qui va se passer dans le cadre de l'activité, c'est déjà en soi un gros défi. Et du coup, comment on monte des relations qui ne sont pas des relations uniquement marchandes? Quand je dis relations marchandes, je ne parle pas que des financeurs privés. Les financeurs publics peuvent aussi se comporter dans cette forme-là. Dès qu'on rentre dans du financement d'action, on achète une action. Et du coup, comment on passe dans des relations partenariales où on s'accorde déjà sur c'est quoi la valeur qu'on essaie de construire ensemble, c'est quoi l'enjeu auquel on s'attaque. En fait, on voit que dans le projet associatif, il y a des ambitions qui sont là. Nous, on a appelé ça de la proposition de valeur. Ça, c'est un terme qu'on importe de notre expérience auprès de PME, donc ça heurte un peu l'oreille. Oui, ambition, ça se comprend mieux. Je l'entends très bien, mais peut-être qu'ambition, c'est beaucoup mieux. Et ensuite, il y a aussi ce qu'on produit en vrai, tout ce qu'on a appelé des externalités positives, c'est-à-dire qui se révèlent à l'usage, dans l'activité même. Et du coup, ça vaut le coup de se dire, mais attendez, ok, nous, on est là pour faire que des émissions de radio, mais à côté de ça, on produit tout un tas d'autres choses. Elles valent le coup ou pas, ces autres choses? Elles vous intéressent ou pas, ces autres choses? Elles sont en lien avec vos enjeux à vous ou pas, ces autres choses? Et donc là, d'identifier ces points-là pour dire, mais du coup, comment on modifie aussi les relations, comment on fait un peu écosystème, en fait? Comment on arrête de dire, arrêtez de passer par du marché. En fait, on a un projet commun. C'est un peu bête de faire comme si on ne se connaissait pas, comme si on ne s'était pas compris, comme s'il suffisait de passer par notre offre. Je fais exprès d'utiliser ce terme-là, parce que l'action, ça devient une offre dans ce cadre. S'il fallait uniquement passer par notre offre pour comprendre la pertinence du fait de travailler ensemble. Mais du coup, pas le faire parce que vous voyez qu'en grand principe comme ça, vous dire à tous, révisez vos partenariats, vous allez me dire, oui, ok, c'est très gentil, mais ça ne nous fait pas une transformation. Non, partons en vrai. C'est qui les gens qui ont une oreille attentive dans les autres services? Comment vous vous adressez à eux? Qu'est-ce que vous leur donnez à voir qui leur donne aussi une capacité de se déplacer? Comment, dans votre évaluation vous-même, vous ne vous enfermez pas finalement dans la partie formelle? Parce que sinon, il n'y a aucune chance que vos interlocuteurs se bougent. Il n'y a aucune chance qu'ils se déplacent. Si ce que vous leur donnez à voir, c'est uniquement ces dimensions de conformité. Je parlais du rôle de thérapeute que prenaient les acteurs du LISRA, mais c'est ce que vous êtes en train de nous expliquer. Vous dites finalement, ces personnes connaissent bien leur outil de travail, de partage, peuvent évaluer, c'est peut-être plus difficile parce que comment on dirait, le bonheur intérieur brut n'est pas mesurable comme le PIB, donc c'est difficile à évaluer, mais c'est des personnes qui connaissent assez bien leur champ d'activité, mais on sent que vous êtes là pour dénouer des choses, décrisper des endroits où effectivement il y a des crispations. En fait, c'est toute la puissance des espaces réflexifs. C'est là où on se rejoint très fortement avec le LISRA. Toute la puissance des espaces réflexifs, c'est justement de commencer par déconstruire des représentations complètement erronées. Quand on vous fait croire qu'une asso, elle a une offre, on marche sur la tête, quoi. Ça n'a aucun lien, franchement, ça a très peu de réalité par rapport à la pratique concrète. Du coup, il faut déjà déconstruire ces représentations-là. Pour ne pas se dire que le problème principal du modèle économique, c'est pas on manque de budget, c'est le financeur qui ne comprend rien à ce qu'on fait.
C'est quand même ça le principal problème du modèle économique. Comment vous voulez fonder un accord? Un prix, normalement, c'est un accord en économie. Hein. Vous admettez payer un prix puisque vous avez une idée de la valeur que vous allez obtenir. Vous payez, je sais pas, 350 € pour un Fairphone parce que vous dites, bah, ça vaut le coup, ça vaut bien un tiers, un quart, selon combien vous gagnez en salaire, de mon salaire. Voilà. Mais parce que vous êtes accordé sur la valeur. Alors sur un bien, on pourrait se dire, ça peut tenir. Alors on peut discuter parce qu'on ne sait pas encore ce qu'on va en faire. Hein. Vous voyez que si je le fais tomber à la sortie du magasin, la valeur que j'avais espérée, elle disparaît un peu. Mais sur les biens, ça peut à peu près coller. Mais quand on est dans des activités comme celle-ci, bah, l'accord, c'est pas une petite question. Donc en fait, le vrai problème, c'est que les financeurs, ils pensent dans des politiques de coûts, mais pas de quelle valeur ça génère. Et donc on est dans un truc, le vrai problème du modèle économique, c'est celui-là. Et d'où ça vient? Ça vient justement d'une industrialisation de la relation. C'est-à-dire du fait qu'on ne discute pas du réel du travail, on discute des conventions et du niveau de conformité de la réalisation avec ce qu'on a fait. Alors que ça n'a aucun sens dans les activités GEP. Qu'il y ait de la maîtrise de la dépense publique, pour reprendre un peu ce que disait la personne d'Aquitaine tout à l'heure, c'est très bien, très très bien. Mais pourquoi uniquement sous le registre de la conformité au plan? Il y a d'autres registres pour s'accorder sur la valeur. Il y a des modes d'objectivation de la valeur. Je vois Jérôme qui est dans la salle, qui a fait une mise en scène du rendu d'une de leurs opérations. Bah, c'est un moyen d'objectiver. Quand vous avez un élu qui fait « Waouh, ah oui, d'accord », ben voilà, là la valeur elle est objectivée. Il a compris la valeur de l'activité. Donc vous voyez que c'est des modes alternatifs, d'autres modes d'évaluation qui sont à constituer. Alors, on va poser la question à Catherine Alain à propos de Vitré et du centre social, parce que vous, on sait ce que vous donnez, vous savez ce que vous allez obtenir, vous dépendez de la commune exclusivement. Oui, donc le centre social de Vitré, aujourd'hui, c'est uniquement la commune de Vitré, avec par contre des adhérents qui viennent de l'extérieur, des communes environnantes et même du département. Et même l'été, on a la chance d'avoir des gens de Paris qui viennent. La confiance est renouvelée d'année en année? Oui. Est-ce que vous devez faire preuve du produit de vos actions, du bénéfice de vos actions, justement, et satisfaire quand même le financeur? Alors en fait, aujourd'hui, nous, la particularité, c'est que notre budget, il est sur deux choses. Donc l'agrément, qui est donc une particularité, il nous faut un projet, l'agrément donc de la CAF, et on a donc une convention tripartite qui nous permet ces financements par la CAF et par la ville. Là-dessus, effectivement, on est relativement tranquille. On a des éléments plutôt quantitatifs, quelques qualitatifs et un bon regard de nos financeurs. Et puis on a une partie donc aujourd'hui qui est mandatement, c'est-à-dire d'un service d'intérêt général qui a été déclaré par la ville de Vitré sur la gestion de la maison de l'enfance. Et là où effectivement il y a plus de choses à prouver en termes déjà il y a des aspects réglementaires qui sont importants puisqu'on encadre des tout jeunes enfants, donc il y a des choses à voir, et puis effectivement il y a plus d'exigences de ce côté-là. Et vos missions vont de la petite enfance jusqu'au 3e âge, sinon au 4e. Oui. Voilà. Ouais. Et en particulier le 4e. Alors c'est effectivement une chose qui se développe beaucoup sur Vitré, puisqu'il y a 25% de la population qui a plus de 60 ans. Ah ben c'est pour ça que le chômage est faible. Non mais il faut une explication, bon sang de bonsoir. C'est un fort vivier de bénévoles, c'est ça qui est intéressant. Non, c'est qu'effectivement, ça fait pas. Vitré est quand même aussi un des rares territoires très fortement industrialisés en France. Donc moi, avant, j'étais plutôt sur des territoires résidentiels, donc c'est aussi pas les mêmes appréhensions du territoire pour moi. Et effectivement, beaucoup d'engagement généralement sur les associations de GEP en faveur des jeunes, mais on a cette particularité et qu'effectivement aussi ça devient une préoccupation des politiques publiques aujourd'hui, les seniors. Donc effectivement, il y a eu des financements et on a répondu aussi à des appels à projets. Et en fait, ça va dans le sens du besoin ou la nécessité de multiplier vos activités. Ouais, alors c'est là où moi je suis parfois
pas à l'aise, c'est qu'effectivement, un centre social, c'est 3 grandes maisons, des services et des activités, des projets, comme l'a expliqué Marion, et puis une maison de la citoyenneté. Sur Vitré, donc, on a accompagné aussi le développement de la ville, et la ville nous a fortement soutenus, puisqu'effectivement, on a plus de 3200 mètres carrés de bâtiments. Le premier, c'était un château qu'on a toujours, historique, et qu'il a aussi fallu effectivement héberger d'autres associations qui proposent d'autres services. Et effectivement, longtemps, et encore aujourd'hui, c'est des messages qu'on essaie de transformer, mais on était vraiment positionné sur faciliter la vie au quotidien. Donc vraiment des gens qui ont une habitude de consommation. Sur le multi-accueil et le centre de loisirs, on est vraiment vu comme un mode de garde. Donc on est un peu loin de nos préoccupations GEP, et qu'effectivement, depuis mon recrutement, l'idée c'est vraiment d'être plus dans une démocratie participative au sein des instances, et plus effectivement le développement du pouvoir d'agir des habitants, donc de les accompagner. Et nous, effectivement, beaucoup des activités sont menées vraiment par des professionnels, des salariés, et on a même salarié des bénévoles. Toutes nos activités aujourd'hui sont encadrées par des professionnels. Alors Là où dans d'autres centres sociaux ou dans d'autres associations, effectivement, les bénévoles mènent les activités. Et les bénévoles donc, viennent ponctuellement, vraiment pour se faire plaisir. Et après, ça représente quand même l'équivalent de 5 ETP sur l'année. Et au total, vous m'avez dit, vous partagez 4 sites. Oui. 34 ETP, une cinquantaine de salariés. Ouais, 100 à l'année, puisqu'effectivement, il y a tous les remplaçants sur le multi-accueil et le centre de loisirs. Plus, c'est 5 équivalents temps plein de bénévoles. Budget 1,7 million d'euros. Plus la valorisation du bénévole. Ouais. Du bénévolat. Ouais, et donc ce besoin d'aller chercher régulièrement pour faire tourner la machine. Donc on a quand même ces prestations, ces services. Donc on a quand même cette chance d'avoir des financements très stabilisés. Moi, c'est ce que j'ai dit au conseil d'administration. La ville nous a toujours soutenus. L'augmentation, c'est 0, mais au moins c'est pas moins 10, moins 20, etc. Après, effectivement, donc la masse salariale, c'est quand même 70 à 80% de ce budget. Donc c'est vrai que c'est le volume des activités qui sont en diminution, et là effectivement il faut que les animatrices aillent sur des appels à projets pour trouver des financements complémentaires. Dans le champ social, vous avez quasiment le monopole à Vitré. Ça doit provoquer des jalousies, ça. Alors... c'est le centre social, il a tout. Le budget, les emplois, tout. Alors, il y a le sport aussi, quand même. Non, effectivement, on est la plus grosse association en nombre de salariés, en nombre de budget. Après, il y a d'autres associations de loisirs qui ont une activité tout aussi importante que la nôtre et qui, fonctionnent. Mais est-ce que ça ne crée pas, justement, on parlait de crispation, des grincements de dents, tout au moins, et puis des jalousies? Non, parce que c'est vrai que le positionnement, c'était qu'on accompagne cette vie associative, on est facilitateur, donc les associations, sur Vitré, on est vraiment identifié, c'est aussi une délégation que la ville nous a donnée sur la vie associative. On a une collègue donc, qui reçoit les associations, qui les aide dans la création de statuts, dans leurs difficultés. Donc on est aussi, cette mission est à l'origine de beaucoup d'associations sur le territoire. Et puis effectivement, comme elles n'ont pas forcément les moyens, on est toujours aussi facilitateur par la mise à disposition de salles, par la mise à disposition de matériel. Et on travaille aussi en interassociation en assurant cette logistique. L'été, par exemple, il y a toute une programmation qui s'appelle les Mardis Transat, où effectivement les associations, donc ça peut être le MAN, donc la communication non violente, ça peut être effectivement une association de loisirs qui va proposer une animation, et on est en coopération avec eux. Et dernière chose, pour l'instant, qu'attendiez-vous donc d'Athémis et de Romain? Alors moi, Pourquoi vous êtes portée candidate à cette recherche? Parce qu'effectivement, malgré tout, sur cette pérennisation, parce que moi, ma masse salariale, elle augmente facilement d'un point et demi par an. N'insistez pas. Donc, j'ai mes soucis à moi. Donc c'était plutôt, quand même, malgré tout, c'est un peu la première phase qu'on a eu un peu de déception les uns les autres. Moi, j'étais à la recherche d'autres sources de financement. C'est vrai que j'avais loupé un peu le premier train. Mes collègues des autres centres sociaux d'Ille-et-Vilaine ont fait un DLA collectif sur cette histoire de mécénat, de sponsoring. Donc moi, j'étais partie un peu dans l'idée, c'est pareil. Et puis, donc, on a compris que non. Donc voilà, on s'était engagé. Moi, ça m'a permis vraiment une prise de recul et de bien comprendre, effectivement, toute la valeur qu'on crée et qui est à valoriser. Donc maintenant, ça va être effectivement de porter aussi, de partager tous les outils qu'on a découverts.
que mon conseil d'administration aussi s'en saisisse, et puis effectivement de travailler à voir comment d'autres formes de coopération, je pense, et puis éventuellement peut-être d'autres sources financières. Louise, le syllabe, j'ai bien dit. Hein. C'est même syllabe. Syllabe. Il n'y a pas le devant. Ah oui, j'ai vu, syllabe. Je vais me faire reprendre à chaque fois. Bon, je dis plus rien. Vous n'êtes pas le seul. C'est comme ça qu'on sait qui nous écoute Ouais. et qui n'écoute pas la radio. D'accord. Ceux qui nous écoutent savent que Et- c'est syllabe parce qu'il y a les jingles et les autres se disent le clab. Enfin, voilà. Bon, en dehors d'Internet, sur la FM, on peut vous écouter jusqu'où? Non, C'est parce que Rennes là- Métropole. Voilà, c'est la Voilà. radio campus, radio associative qui émet du coup sur Rennes Métropole. Donc c'est à peu près 420 000 habitants. Tout à l'heure, Romain mettait le doigt sur la réalité de la radio que je connais un petit peu. C'est pas parce qu'on a 1 heure à l'antenne qu'avant on fait rien, qu'après on fait plus rien. Donc il y a un temps de préparation, il y a un temps d'élaboration. Aujourd'hui, il y a des connaissances techniques supplémentaires. Le numérique a complètement transformé la radio. C'est des personnes bénévoles qui ne connaissent rien à rien pour la plupart du temps, quoique. Chez les jeunes qui arrivent chez vous, à Syllab, il y a un temps de formation, il y a un temps d'encadrement. 4 salariés, hein, c'est ça, Syllab. Ouais, c'est ça. En fait, Syllab, du coup, c'est la radio campus de Rennes. Il y a 4 salariés, 160 bénévoles. Ces bénévoles-là se renouvellent quasi... je tremble, excusez-moi. Non, Vous m'intimidez. Ouais. D'habitude, on ne me voit pas parler, c'est ça. Ah oui. Alors, Euh, je vous préviens, Louise, il se passe un truc. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est qu'aujourd'hui, la radio ne peut plus vivre sans images. Ils disent même que c'est du média global. Média global. Parce qu'il faut que ça passe par tous les tuyaux, du numérique, de l'image, de la vidéo, du podcast, etc., etc. Alors que le direct, c'est tellement bien. Enfin, Bon, pardon on pour peut le... pas. Pardon. Oui, du coup, la radio Syllab, c'est une radio asso de 160 bénévoles. Il y a 4 salariés qui est gouvernée par un conseil d'administration étudiant. Donc, c'est un peu la difficulté de notre asso. C'est une force, mais c'est aussi c'est parfois compliqué parce que les salariés s'y connaissent plus que les administrateurs. En matière de radio, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc tous nos bénévoles arrivent à un moment donné, ils ne savent pas du tout faire de radio et ils se renouvellent de moitié chaque année. Donc en septembre, on a à peu près 80 personnes qui arrivent et qui nous disent « Je veux faire de la radio ». Très bien, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Bon, alors du coup, il y a un long temps de prise en... on donne confiance au fait aux gens. C'est vraiment ça, notre première mission, c'est leur donner confiance. Oui, tu as le droit de faire de la radio et de les accompagner au fait dans ce parcours-là. Et donc, on fait un gros programme de formation à la rentrée chaque année. Voilà. Donner confiance, c'est une chose, mais c'est produire du contenu aussi. C'est là où ça devient intéressant, parce que mesurer l'impact d'une activité, on peut peut-être le voir. Il y a des mesures d'audience, je ne sais pas si vous en bénéficiez. Non, on n'a pas de mesure d'audience. C'est vrai qu'au fait, nous, on est partagés entre deux choses. Une radio associative, c'est un cas un peu particulier, et on le sent au sein de notre asso. C'est qu'il y a des gens qui vont défendre un média local, c'est-à-dire informer la population, promouvoir des artistes émergents, etc. Et ça, c'est dans l'équipe, hein, au sein même de l'équipe. Et d'autres qui vont se dire, au fait, presque on s'en fout des auditeurs. Ce qu'on veut, nous, c'est que les gens se sentent légitimes, soient formés, fassent de la radio. Je ne sais pas si c'est... En fait, on a vraiment une mission plus de donner la parole à des gens, en fait, qui... Voilà, Oui, mais vous vous positionnez dans le monde des médias aujourd'hui de l'information comme un média alternatif. Oui, tout à fait, ouais. C'est-à-dire on n'entend pas la même chose que chez les autres, Mm. que vous êtes des promoteurs de valeurs locales aussi, C'est vrai. que ça a une incidence sur la qualité de vie, peut-être même, pourquoi pas, sur l'économie, les événements, la vie culturelle d'un espace, et pas la vie culturelle qui se limite à un campus, Ouais, je vois. aux 2 campus de Rennes 1 et Rennes 2, Oui, vos financeurs. Ouais. Au fait, en effet, pour revenir un peu à ça, Romain et Sandro sont venus nous voir à la radio. Et pour le coup, c'était vraiment nos thérapeutes, hein, on peut le dire. Et ils nous ont montré ce qu'on faisait. On n'avait pas du tout conscience, au fait, de ce qu'on faisait. Et au fait, ils nous ont dit, nous, on passait notre temps, enfin moi, parce que c'est mon poste, à faire des bilans en accord, enfin pas en accord, mais
où je répondais aux critères de financement, en fait. C'est-à-dire que par les universités, on nous demande le nombre d'étudiants bénévoles, issus de quel campus, est-ce qu'ils font telle émission, etc. Sont-ils de gauche ou de droite? Bah oui, ça dépend des campus, pour le coup. Mais voilà, on nous demandait ça. À la ville enfin, évidemment, sur le territoire local, on va nous demander plutôt est-ce que vous traitez de l'actualité locale. Donc en fait, moi, je rédigeais, ça avait fait rire Romain, mais genre, il m'a demandé un bilan d'activité et j'en avais 6, quoi. Et il était là, mais tu passes combien de temps à... Mais en fait, c'est j'essayais de mettre en avant tout ce qui était fait, quoi, dans les lignes, en fait, pour lesquelles on était financé. Et c'est vrai que donc, quand ils sont venus, ils nous ont montré la cohérence, au fait, de tout ça. Le fait qu'on ne puisse pas tout mettre dans des tuyaux et que ça formait un tout. Et notamment par rapport à ce qu'on pouvait produire sur notre territoire, c'est qu'en fait, à Rennes, il y a une grosse... il y a beaucoup d'étudiants, il y a 68 000 étudiants. Une importante scène électro, et du coup on a beaucoup de bénévoles qui font des programmes d'électro, enfin, autour de cette musique, et qui vont faire venir des groupes, enfin des collectifs locaux, qui vont parler de leur soirée, qui vont promouvoir les artistes, et là il n'y a aucun échange monétaire, et en fait tout le monde y gagne. Les artistes pour qui c'est la première intervention à la radio, les soirées qui sont mises en avant sur notre antenne, les bénévoles qui se forment à un métier peut-être, ou enfin, voilà. Donc voilà, c'est en ça qu'en fait, ils nous ont révélé. Enfin, c'est vraiment ça fait bizarre, ça fait un peu mystique, mais quand on est ça. Pourquoi mystique? Au fait, c'est-à-dire qu'ils sont venus nous montrer ce qu'on faisait. Et ça paraît étonnant, mais c'est vrai que c'est ça. C'est ce qui s'est passé. C'est un thérapeute et un rédac-chef, Romain. Ouais. En fait. C'est un peu ça, quoi, les deux à la fois. Alors, Romain, on parlait d'outillage, donc on va éviter la mécanique auto. Ouais. Mais ce que vous avez pu proposer à partir de ces deux clients potentiels, clients, je mets entre guillemets, ouais, demandeurs d'informations, de suggestions et de conseils. En fait, il y avait plusieurs dimensions d'outillage. Le premier outil, déjà, c'est l'espace qui s'est constitué. C'est-à-dire d'avoir un groupe de une dizaine d'assos qui, du coup, se connaissent petit à petit, comprennent les activités des uns et des autres, sont dans un espace tranquille où le but, c'est pas de dire ce que fait l'un est mieux ou moins bien que ce que fait un autre, mais déjà, l'espace de discussion qu'on a constitué était déjà... Ah oui, j'ai oublié de le dire, pardon, parce que vous avez suivi 10 associations, on en a oui. 2 présentes, oui. Mais vous avez réuni tout le monde au même endroit. À chaque fois, voilà, tout le long de l'expérimentation, on avait les 10 associations. Donc, avec quelques absences de temps en temps, mais voilà, l'ambition c'était d'avoir tout le monde pour avoir un espace de... Je ne sais pas pourquoi vous regardez Catherine en disant ça. Ah non, Catherine était très assidue, non, c'est pas ça. Non, mais pour avoir un espace de confiance, déjà, faire aussi un peu communauté. Parce que quand on fait changer aux gens de logiciel, après on se sent un peu seul, parce qu'on a beaucoup, nous, des personnes qu'on accompagne, qui disent « j'arrive plus à penser comme avant ». Alors, on peut se dire, ouais, super, chouette, mais sauf qu'après, on est face à tout un tas d'autres personnes qui, eux, pensent encore comme avant. Donc, on se sent un peu seul. Du coup, de faire un petit groupe, déjà, ça permet de plus penser comme avant, mais à 10, pas tout seul. Donc ça, c'est un premier espace. Et qui est, en fait, un des espaces réflexifs de ce que mentionnait le LISRA, c'est-à-dire où on revient, finalement, sur leur expérience de travail. On ne vient pas dire, on ne fait pas un cours dans ces trucs-là, ce n'est pas une formation. C'est plutôt... eux qui travaillent sur la base de leur expérience, nous on va les chercher, voilà, on va questionner pour éviter les réponses trop évidentes, trop faciles, un peu automatiques. Donc ça c'est cet espace-là. Et ensuite on a eu, alors là pour le coup des temps d'observation. Alors ça n'a pas été tout à fait le même dispositif pour les deux, puisque il y a quand même des structures très différentes. Entre un centre social, on n'allait pas avoir l'ambition de tout voir, parce que c'était beaucoup de choses à voir, d'activités différentes. Il aurait fallu qu'on passe 3 semaines à Vitré, c'était un peu compliqué. Par contre, Syllab, on a vu tout le monde sur une journée. Alors, on n'a pas tout vu de la radio, parce qu'on a vu tout le monde sur une journée. Mais donc, on a fait de l'observation. Là, l'outillage de l'observation, c'est l'outillage, on pourrait dire, de l'ergonomie de l'activité, pour ceux qui connaissent un peu ça. C'est-à-dire, justement, de venir avec un peu une idée de ce que c'est le prescrit, le prévu, puis de dire maintenant on va regarder en vrai comment ça se passe. Et en fait, c'est là où on voit tous les écarts, et du coup de voir aussi les interprétations qu'on peut faire des écarts. Et alors, notamment un point qui est très intéressant, je trouve, pour la radio, parce que quand on pense radio, on se dit tout de suite la qualité de ce qui sort et les auditeurs. Mais en fait, il y a un truc qu'on a remarqué qui était assez exceptionnel, c'est que il
n'écoutent pas vraiment. En fait, l'objectif, c'est pas eux de s'entendre à la radio, c'est de le faire. Il y avait une demoiselle qui était là pour faire une émission et elle apprend que son sujet va être tronqué. Et elle est extrêmement déçue puisque alors, son sujet est mis en podcast. Les auditeurs, ils vont l'entendre. Oui, mais elle n'a pas le moment du direct où on réalise tout le travail qu'on a fait avant. Donc, non seulement il crée de la confiance, mais il crée aussi l'expérience de se confronter à ce jeu très compliqué, de réaliser en direct un sujet. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez difficile à attraper. C'est le début de la professionnalisation. Et alors, ça, c'est un deuxième point qu'on a trouvé du coup chez Scilab. On avait une dichotomie très forte au démarrage sur bénévoles et salariés, sous l'angle professionnel. Mais en fait, on a vu qu'il y avait on avait un cas de professionnalisation des bénévoles. Et d'ailleurs, c'était l'essentiel de l'activité de Scilab, c'était de professionnaliser des bénévoles. Mais entendons-nous bien, c'est pas pour les transformer en salariés. C'était parce qu'on a un renforcement des compétences confronté à une activité de production. C'est en ça qu'on peut parler de professionnalisation. Et donc, on découvre que là, on a finalement des formes de production qui sont quand même déjà, pas évidentes à attraper. Il a fallu quand même un ergonome sur place pendant 24 heures pratiquement, accompagné d'un économiste. Mais là, pour le coup, j'étais moins important dans ce dispositif-là, mais pour repérer ces choses-là. Et ensuite, ça, comment ça se traduit en vrai justement dans ces bilans, etc. Et ensuite, on a découvert des systèmes économiques complets. Par exemple, on parlait de peut-être l'incidence culturelle. Elle est énorme. La scène électro, quand même, Scilab, ils organisent donc ils ont, par la confiance qu'ils ont qu'a l'université en eux, ils ont accès à des plateaux sur lesquels on peut filmer les groupes locaux pour faire des émissions, les C-Live, qu'on peut faire donc en direct. En faisant ça, ils génèrent les capsules qui vont se retrouver sur YouTube pour les groupes, leur première capsule, c'est-à-dire leur mise en visibilité. Et tout ça, il y a 7 € de budget. C'est pour le houmous du midi. C'est le catering, vous voyez. Ça a doublé. Il y a plus de houmous, alors l'huile d'olive et... Il y a du tarama et de l'houmous. C'est ça. À Tarama, c'est plus compliqué à faire maison, peut-être. Hein. Mais, donc, vous voyez, on a des échanges où il y a une valeur monumentale, comme c'est demandé par personne. Comme c'est pas vu par le financeur. C'est pas une demande du financeur. On a un truc qui est produit, qui en plus crée de la valeur déjà pour les groupes, crée de la valeur pour Scilab, crée de la valeur parce qu'il crée du contenu, donc pour les auditeurs, crée de la valeur pour l'université, puisque le studio poussiéreux qui sert à rien, puisqu'on a supprimé le service audiovisuel de l'université, là, il trouve une seconde jeunesse. Le matériel, il tombe pas en désuétude. Et donc, tout ça, c'est des valeurs qui sont générées, mais qui sont vues par personne. Et encore une fois, qui sont produites, en fait, sur le dos de ce qui est financé pour des raisons, sous des formes aussi très formelles. Donc, on trouve en fait des formes de production beaucoup plus riches que ce qui était au départ anticipable, vu et finalement assez facilement saisi. Ça a changé quelque chose chez vous, Catherine, dans la gestion du centre social, ces premiers outillages donc, avec Athémis? Pour le moment, non. C'est moi surtout. C'est trop tôt. C'est surtout c'est à partager. Après, c'est vrai que c'est moi qui. Vous êtes tellement nombreux chez vous que c'est difficile. Oui, puis c'est vrai qu'il y a les priorités aussi. Voilà, on était en renouvellement de projet, de mandatement. Mes collègues sont sur d'autres projets, donc ça va être un peu une mise en musique là dans l'année de partager. Une question que je ne vous ai pas posée ou indirectement tout à l'heure, mais elle me tente quand même franchement, lorsque vous êtes sous une quasi-dépendance de la bonne volonté d'une commune, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous êtes un peu pris en otage et que la commune va se décharger sur vous des dossiers les plus emmerdants parce qu'elle veut s'investir sur autre chose? Je pense par exemple à l'orientation professionnelle, à la formation professionnelle des jeunes. Est-ce que vous ne risquez pas d'être tributaire et pris en otage de ce système? C'est vrai que c'est la question. En fait, moi je trouve qu'on a 5 postures où on anime, on organise, et effectivement il y a quand même ce dialogue qu'on a avec le financeur, quel qu'il soit. Hein. On peut aussi mettre en œuvre les orientations de la CAF, de la MSA. C'est effectivement du comment, cette commande publique, on la transforme, on s'en saisit pour répondre à cette commande, mais en même temps aussi que les habitants y soient acteurs.
Là, c'est vrai que voilà, ça fait partie aussi des choses que je dois mettre au travail, où la ville nous dit, voilà, le quartier nord, ce serait bien d'y penser un prochain équipement. Voilà, la porte est ouverte, la feuille est blanche. Et c'est de savoir effectivement qu'est-ce qu'on peut y construire, ce qu'on a envie aussi, nous, d'y aller dans ce quartier, quelles sont les problématiques, est-ce qu'on aura aussi les moyens d'y aller. Voilà, sachant qu'on a effectivement aussi nos projets, nos priorités, donc de tout mener de front. Après, c'est ce que je dis souvent à mes collègues, parce que effectivement, Vitré, le centre social est assez exemplaire. Généralement, on répond à toutes les commandes et à toutes les demandes. Et je leur dis, voilà, c'est aussi à un moment donné de réfléchir à ce qu'on veut faire, de renoncer aussi pour grandir, et dans le respect, en tout cas, aussi de notre projet politique et de nos valeurs, surtout. Alors, je regarde Yann. C'est quoi cette... Ah non, c'est pas une enveloppe, je crois que c'était ce qui s'envole, là, c'est... Un diamant. Ah oui, pardon. D'accord. Alors, en fait, c'est 2 diamants ici pour la valeur. Après, je mettrai un petit... parce que l'oré sera plus facile à voir avec la transparence. Oui, j'allais dire, ça manque de couleur. Le diamant ne correspond pas à ce qui est là par rapport au financeur. Et là, je suis en train de faire la tablette de chocolat parce qu'il n'a pas le compte en carré de chocolat par rapport à la valeur. Et donc ici, on a la radio, la valeur qui a été vue par rapport à ce qui était imposé. En fait, on passait du temps dans l'administratif au lieu plutôt de s'intéresser à ce qu'on pouvait faire comme influenceur culturel, comme professionnalisation des bénévoles, etc. Et donc pareil ici, on crée l'espace finalement de réflexion, enfin, l'espace réflexif dans lequel on va pouvoir créer la valeur ici, et qui vient donc de ces 10 associations où il y a un exemple ici et le deuxième exemple ici en fait. Et vous représentez, je le dis, Yann représente un nouveau secteur professionnel, puisque vous faites de la formation de facilitateur graphique. Depuis quand ça existe, et depuis vous formez à quel endroit? Alors en fait on forme à Paris ou dans nos locaux. En fait on a des locaux à Marseille. Ah oui, c'est vrai que vous êtes Marseillais. Et oui, on est Marseillais. Ça s'entend pas. Hein. Oui, on est Marseillais parisiens, quoi, parce qu'on est souvent ici. Non, en fait, c'est une pratique qui vient des États-Unis, la facilitation graphique. C'est une technique qui a été mise dans une mallette pédagogique qui a été créée par des Américains, les Taylor. Et avant Trump. Avant Trump, bien avant Trump. Oui, dans les années 80 aux États-Unis. Par différents rebonds, c'est arrivé chez Capgemini, en fait, en France, qu'il a utilisé en interne pendant 10 ans. Et Gémenos. Chez vous. Oui. Mais bon, il le pratiquait surtout beaucoup à l'ASE, au centre ASE Accelerated Solution Environment. C'est des solutions pour accélérer les transformations des grands groupes, etc. Et donc, ils l'ont utilisé jusqu'en 2010. Et en 2010, toutes les équipes sont parties pour essayer de le faire autrement, d'essaimer un petit peu de partout. Et donc, voilà, je suis une de ces émanations, puisqu'en fait, maintenant, en Capgemini, on trouvera de moins en moins de facilitateurs graphiques, puisqu'en fait, ils sont, comme nous, sortis. Et donc, maintenant, on donne des formations. On donne des formations aussi pour que ça se démocratise et pour que tout le monde le fasse. Puisque même si ça fait 6-7 ans qu'on est sorti de là, ça reste quand même assez confidentiel. Merci Yann. Pardon pour l'aparté, mais ça m'intéressait, parce que c'est vrai qu'il fait de la formation. Et bravo pour ce que vous réalisez, le point de vue que vous donnez. On se prend le temps de réfléchir ou pas, et d'intervenir, d'échanger. Je sais qu'il y a une dame qui a un train à 17h, donc j'essaie de... Oui. Oui, Romain. Oui, peut-être j'avais juste une chose que... Oui, allez-y. Catherine, il faut voir, Catherine disait pas encore grand-chose, mais en fait, parce qu'il faut voir qu'il y a un peu 3 sorties potentielles dans ce qu'on a fait. Il y a une sortie qui est d'élaborer un nouvel écosystème, c'est-à-dire justement de construire autrement des relations avec des tiers, avec des partenaires. Il y a une dimension de voir un peu autrement ou penser autrement ce que l'on produit. Mais il y a une dimension interne. Je pense que pour Catherine, pour le centre social, ce sur quoi on a plus travaillé, c'est sur cette dimension interne. Parce qu'on parle de l'évaluation pour le dehors, mais il faut trouver la traduction en dedans aussi. C'est-à-dire comment on évalue le travail des collaborateurs, des bénévoles qui s'engagent, comme aussi un moyen de pilotage de cette affaire. Et sur ça, pour le coup, le centre social de Vitré, c'est plus cette question-là qu'on abordait. Effectivement, parce que c'est pas Catherine toute seule qui va décider de la nouvelle
intention du centre social, et tout ce monde-là a emmené avec. Et la construction de partenariats, c'est un peu pareil, y compris avec ce contexte un peu particulier où il y a un partenaire aujourd'hui privilégié, avec le deuxième qui est la CAF. Donc on n'a pas un système d'acteurs aujourd'hui qu'on peut complètement chambouler. Silab, c'était un peu autrement, parce qu'il y avait des questions, en ce moment, à vrai dire, dans les relations avec notamment les universités, à rejouer. Donc là, ça valait le coup de penser cette dimension. C'est là où c'est pas, on ne cherche pas à avoir une approche dogmatique, à dire qu'il faut absolument faire ça, ça ou ça. Bon. Alors, des questions, des témoignages et points de vue, monsieur. Vous vous présentez à chaque fois pour qu'on vous connaisse mieux. Donc Gaëtan Vecchio, je suis nouveau délégué régional Grand Est et je suis directeur d'un centre social à Folschwiller en Moselle-Est. Et nous, on travaille exactement sur la question du pouvoir d'agir des habitants. On a connu la participation des habitants, et c'est ce que la CAF nous demande. Et en fait, la notion du pouvoir d'agir, c'est de passer au-dessus. Et c'est vraiment de donner les clés de compréhension aux habitants, à nos usagers, pour transformer le tir et pour aller de l'avant. Effectivement, je crois que c'est le rôle des associations GEP. C'est comment accompagner nos habitants, comment accompagner nos usagers des territoires pour trouver donc des actions qui peuvent être c'est des actions à visée émancipatrice. Voilà. Le souci, c'est que souvent, on n'a pas le socle de sérénité de fonctionnement. On est à la recherche en permanence d'argent, à la recherche des appels à projets. Et en fait, souvent, aujourd'hui, on trompe le système, c'est que on va monter nos projets pédagogiques, nos structures, nos modes de financement en fonctionnement des dispositifs qui nous sont donnés. Et après, on repose la question aux habitants de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et je crois que c'est là où il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus. Et il faut transformer ce tir-là. Merci pour votre témoignage. Oui, monsieur. Donc je vous laisse vous présenter à chaque fois. Oui, Jean-Louis Durand-Drouin, le Secours populaire français. J'ai été très intéressé là, par l'existence de ce que vous avez appelé d'écosystèmes sans financement. Alors par ces temps de vache maigre, mais aussi dans le contexte de la recherche de modèles alternatifs et de référentiels alternatifs. J'aimerais, si c'était possible, que vous nous en disiez un peu plus et vous donniez quelques exemples de ce que peuvent être ces écosystèmes sans financement. Romain. Alors, déjà, je pense que l'écosystème sans financement, je vais reprendre donc celui des Sea Live qui est détaillé dans le rapport. Je ne sais pas si les rapports vont être... les rapports sont sur le site internet, d'accord. Donc il y a une fiche qui présente notamment l'expérimentation chez Silab, puisque c'est détaillé dans le rapport, dans nos annexes, et du coup, il y a 2 écosystèmes qui sont présentés. Et je reprends celui donc, du Sea Live. Dans le Sea Live, vous avez donc une émission tournée en direct, c'est ça, tournée en direct sur la base d'un concert, d'une scène organisée dans l'université. Donc, où on a donc, des artistes qui viennent, notamment en relation avec une deuxième association qui, elle, fait la prise de vue, quelque part, du contenu audiovisuel, et puis les réseaux de ces artistes, quelque part, qui viennent dans ces scènes. Et donc là, on a un système de production sur lequel les flux monétaires, c'est pas qu'il n'y a pas de financement. Vous allez voir que la question du financement, elle se pose quand même sur les ressources. Simplement, le flux monétaire, ce qui est dans une ligne de budget, c'est les 7, maintenant 14 euros de catering, qui servent donc à la restauration des artistes. Mais après ça, on a des ressources qui sont mobilisées. Les ressources mobilisées, c'est notamment des personnels de Silab, qui eux sont mobilisés. Il y a les personnels de l'association, alors personnel au sens très générique, c'est bénévoles ou qui sont eux mobilisés. Il y a le matériel de l'université qui est mis à disposition. Donc on a tous ces aspects-là qui sont pris. Mais l'entrée numéro 1, c'est pas de dire c'est quoi le budget de cette question. C'est-à-dire, l'entrée numéro 1, c'est la condition d'accès à cette disponibilité de ressources. Et effectivement, c'est disponible. Donc on a un écosystème qui se construit où on parle surtout du fait qu'on ait besoin de ressources pour produire. Ce qui est dommage, c'est comme il n'y a pas de reconnaissance à proprement dit de la valeur qui s'y génère. On ne sait pas ce qu'il y a besoin. C'est-à-dire, les conditions pour que Silab puisse assumer ça, c'est qu'ils aient les ressources par ailleurs de faire ce travail. Que l'université admette de prêter sa scène, il faut qu'elle ait les ressources par ailleurs de financer l'existence de ce matériel audiovisuel, voire de son renouvellement. Parce que quand même, à un moment, il va falloir renouveler des trucs. C'est un peu durable le matériel audiovisuel, mais ça s'use. Pareil pour
l'association. Il faut aussi qu'elle ait ses capacités à renouveler les ressources qui sont mobilisées. Quand je parle d'écosystème sans financement, on rentre pas par... C'est pas une action qui a un financement qui est la condition d'accès aux ressources. Vous voyez le retournement qui s'opère derrière. Voilà un exemple. Mais le but, c'est pas de développer ça de manière éternelle. La vraie question qui se pose derrière, c'est qu'il faut le rendre visible pour montrer à l'université qu'elle a raison de garder son auditorium libre et disponible. Ça vaut bien quelque chose. C'est pas on l'occupe parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Ça produit de la valeur. Le côté Silab a raison de mobiliser des salariés là-dedans parce que ça produit quelque chose. Vous voyez, on l'identifie cet écosystème sans financement pas pour dire qu'il faut qu'il reste comme ça, mais pour dire faut montrer la valeur qu'il a pour pas perdre, pour pas être pris au dépourvu quand on va dire on ferme l'auditorium dans lequel vous faisiez le studio, on le ferme puisqu'il n'y a rien dedans, puisqu'il n'y a pas de budget attribué à des actions là-dessus, on le ferme. Non, si vous le fermez, vous perdez toute la valeur qui s'y génère aujourd'hui, et on peut discuter plutôt des conditions de renforcement de cette valeur. Et comment ça vaut le coup pour l'université de financer Silab par ailleurs, parce qu'elle génère aussi des actions de ce type-là. Vous voyez un peu le mouvement qui est derrière cette question-là. D'autres questions, remarques? Je regarde Yann, ce que produit Yann, et je vois que ça change quand même de Capgemini, parce que l'époque de Capgemini, c'était comment financer le capital. C'est un truc basique, alors que là, oui, je sais que ça existait toujours à Capgemini. D'autres remarques? Oui, pardon. Bonjour, Laure Dubos, UCPA. Je suis très intéressée par vos propos et la façon dont vous donnez à voir la valeur que produisent les associations, indépendamment des indicateurs souvent quantifiables, des actions qu'on leur aurait achetées dans le cadre d'appels à projets, etc. Est-ce que tout ça ne pose pas de façon plus générale la question de l'évaluation et de la valorisation, y compris économique, de l'utilité sociale des associations? Voilà, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur à l'UCPA. On a un gros organisme de séjours sportifs, de colonies de vacances également. On est amené à répondre à des appels d'offres dans le cadre de délégations de services publics pour des équipements de proximité avec des collectivités territoriales. Et c'est vrai que c'est un enjeu très important pour nous. On a mené un travail, une recherche-action d'ailleurs sur le sujet de l'évaluation de l'utilité sociale, parce que nous voulons faire de notre forme associative un atout. Non seulement le donner à voir, en faire l'information auprès des personnes et des partenariats que nous pouvons construire en disant attention, quand vous rentrez en partenariat avec l'UCPA, vous ne rentrez pas en partenariat avec une entreprise commerciale du secteur marchand classique, mais on veut également en faire un atout en disant à l'UCPA, quand vous rentrez en partenariat avec nous, nous sommes en mesure d'évaluer l'utilité sociale que notre action va produire, la transformation sociale qu'elle va produire, et la valoriser, et en faire quelque chose en plus de ce que pourraient apporter des entreprises marchandes classiques. Tout le monde est d'accord. Oui. Monsieur, juste au centre. Vous allez avoir 2 micros. Vous allez même pouvoir parler en stéréo. C'est une expérience acoustique que nous menons aujourd'hui. Mais j'ai qu'une main. Hubert Georges, je suis délégué régional FONGEP en Nouvelle-Aquitaine. Simplement. Vénard. Pardon ? Vénard. Oui. C'est pas si rose que ça. Je n'ai pas parlé de la couleur politique. Moi non plus. Ça, ni mon voisin me cible, ni de la cirrhose non plus. Mais simplement, vous parlez à un moment effectivement de la valeur que l'on n'arrive pas à bien déterminer. Alors moi, je me suis fait une réflexion. Pour les valeurs, on y met des mots. Dès qu'on parle de la valeur, on y met des chiffres. Comment faire coïncider, je ne sais pas comment vous l'avez vu, et comment faire coïncider ces mots que là, on arrive à définir dans les associations, qu'on arrive à travailler. Et ces chiffres qui nous sont souvent mis en comparaison avec ce qui se passe dans l'autre monde économique dont on parlait tout à l'heure. Alors ça, c'est la première question que je vous posais. La deuxième, c'est les associations. Parmi les 10, il y en a 2 qui sont là. Est-ce que dans ces associations, vous avez pu commencer à comparer la valeur et les valeurs? Eh bien, belle courage.
Courage, mon camarade. Non, mais très, très bonne question. Alors, déjà, je pense que les chiffres, c'est une modalité d'objectivation de la valeur. C'est une manière d'objectiver la valeur que génère une association. C'est une manière très limitée, mais c'est une manière. Alors, il se trouve qu'il y a peut-être d'autres manières, d'ailleurs, d'objectiver cette valeur. Alors, je parlais tout à l'heure très vite de l'expérience de tout à tout, mais il va falloir que j'en dise 2 mots. Tu m'excuseras, Jérôme, si du coup je réévoque tout à tout ici, mais donc c'est dans le cadre d'une intervention que fait tout à tout, où avec des jeunes, je schématise, encore une fois, tu m'excuses, il y a la production avec des artistes d'œuvres d'art, on peut les appeler comme ça, donc d'œuvres d'art avec un artiste, un verrier, des lampadaires, des luminaires pour la place Saint-Germain à Rennes. Voilà. C'est ça le projet avec les jeunes. Et on pourrait avoir mené ce projet, tout à tout pourrait avoir mené ce projet de manière classique en disant je produis 9 luminaires, je crois que c'était ça le nombre, 9 luminaires qui se retrouvent dans des cartons que je livre en temps et en heure. Et voilà, tout est fait. Est-ce que les luminaires sont là? Il y en a 9, très bien. Mais ce que fait tout à tout, c'est pas tout à fait ça. Ils se disent, tiens, on va demander à quelqu'un, je perds le nom de la profession, bref, quelqu'un qui va mettre en scène ce que vont être les luminaires. Scénographe. Un scénographe, voilà, merci. Ce que vont être ces luminaires dans la place Saint-Germain. On va reproduire cette place Saint-Germain au TNB et avec un système donc scénographique, mettre en scène ce que vont être les luminaires. Et là, on invite les élus qui ont passé la commande. Quand les élus voient ça, on a un moment d'objectivation de la valeur. C'est pas juste 9 cartons. Et ils se rendent bien compte que ça vaut quand même un peu quelque chose pour le coup. C'est pas juste 9 luminaires. Ils se projettent. Et du coup, ils ont des idées. Ils ont de la suite ensuite dans les idées. Ils se disent, ça, il faut que d'autres le voient. Il faut que ces luminaires, ils restent pas dans un carton jusqu'au jour de leur installation. Vous voyez, un mode de révélation et du coup d'objectivation de la valeur. Mais c'est ce qu'on fait en ce moment. Hein. Ça, c'est un mécanisme d'évaluation complètement normal, à vrai dire, de la valeur de ce qu'on fait. Vous faites pas, vous, des conférences de rendu de vos opérations avec vos financeurs. Le vrai problème, c'est cette séparation, c'est l'idée que c'est une commande. On nous demande de remplir les lignes budgétaires, on montre qu'on a rempli les lignes budgétaires, on envoie un document, parfois on ne sait même pas à qui, et puis c'est ça l'évaluation. Vous voyez que le dispositif d'évaluation est quand même très faiblard. Du coup, les formes d'objectivation, c'est aussi comment on fait des... Là, on est en train d'objectiver la valeur de ce qu'on fait. Nous, on n'est pas en train de dire on a rempli nulle part, d'ailleurs, dans le bilan, on nous a demandé est-ce que vous avez bien fait tous vos rendez-vous, coché, oui, non. Quel était le taux d'absentéisme dans vos séances? Tac. Combien d'heures vous avez passé à la préparation? Ça aurait été une évaluation. C'est ce qu'on vous demande en évaluation très souvent. Moi, je n'ai pas compté mes heures dans le cadre de ce travail. Non, ce sur quoi on est évalué, c'est la valeur du processus complet, résultat et processus compris, c'est-à-dire y compris le chemin. Donc vous voyez, les modes d'évaluation, c'est en ça qu'ils sont importants. C'est pas de faire rentrer dans les chiffres la dimension de la valeur, c'est à côté des chiffres, qu'est-ce qu'on met comme dispositif d'évaluation qui soit pertinent au regard de la valeur qu'on génère. Et c'est là où je vais reboucler avec la question de l'utilité sociale, que je pense être une question très intéressante. Après, c'est les modalités où moi je me méfie beaucoup d'une autre notion qui est celle d'impact social, qui est une manière de réindustrialiser cette question des résultats. En gros, on ne parle plus de résultats financiers, mais on parle de résultats attendus sociaux. On va refaire des nouveaux standards, des nouvelles normes. On redéfinit la voiture de demain. C'est juste qu'avant, elle avait juste 4 roues, un pare-choc et une carrosserie, ça suffisait. Maintenant, il faut qu'elle ait le GPS, des sièges en cuir et puis qu'il y ait une bonne stéréo. Vous voyez, on ajoute un peu des dimensions, mais ça ne change rien au problème. Donc c'est là où il faut faire attention. Et la manière de construire les évaluations d'utilité sociale, en fait, elle est aussi importante que l'évaluation elle-même. Si on le fait tout seul dans son coin pour dire c'est ça les résultats qu'on devrait attendre, c'est dangereux. Si c'est l'occasion de remettre en discussion tous les pans de la valeur que l'on génère avec ses financeurs, là c'est vachement bien. Parce que du coup, on est obligé de leur dire attendez, ça vaut rien que les jeunes qui viennent dans Stylab, ils expérimentent ce que c'est la radio. Ça vaut rien pour vous ou ça vaut quelque chose? Parce que c'est ça le temps qu'on prend
avant pour les aider, pour les aider à élaborer, pour les aider à se tromper. Donc, est-ce que ça vaut quelque chose? Ben voilà un type d'utilité sociale. On va avoir un autre truc sur... ça a fait parler de monsieur machin, commerçant de tel truc, parce que vous nous demandez de discuter sur le territoire, mais ça a produit ça. Ça vaut quelque chose ou ça vaut pas quelque chose? Et donc là, on clarifie ce que c'est la valeur qu'on génère. Et on l'objective. C'est pas juste mon avis à moi de dire ça vaut quelque chose. L'enjeu, c'est que ce soit un accord collectif, objectivé, ça fait valeur. Et c'est pour ça qu'il y a un lien très fort avec la question du territoire. Ça va pas être une valeur mondiale. C'est l'impact social, c'est cette fable qu'on va inventer une grille mondiale des impacts sociaux. Ce qui a de la valeur à Vitré, ça n'a pas forcément de la valeur à Rennes, parce que ce n'est pas la même situation. Ce n'est pas les mêmes enjeux qui se travaillent là. Et vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, que souvent, ce qui fait valeur, c'est la prise en charge d'enjeux qui sont invisibles pour les personnes que vous avez face à vous. Donc du coup, c'est là où l'enjeu de l'évaluation, c'est pas juste « faut mieux valoriser nos actions ». C'est pour moi un champ stratégique pour les structures GEP que de repenser et de en fait penser une forme pertinente d'évaluation de vos activités très originales par rapport à un modèle dominant où déjà même pour les boîtes classiques du secteur du service, c'est déjà pas pertinent. Alors pour vous, vous imaginez. D'autant que vous avez cette spécificité d'une double tension sur la question de l'émancipation. C'est non seulement vous essayez d'émanciper vos publics, mais aussi tous les gens qui s'engagent dans vos structures. Vous voyez que vous n'êtes pas juste à dire on émancipe les autres. C'est que vous essayez de vous coltiner le travail hyper dur d'émanciper les autres avec l'intention d'émanciper les personnes qui participent à ce travail d'émancipation. Tout ça pris dans un truc où on compte, on pense pas à la valeur que vous générez, et en plus on vous dit on compte et il y en a de moins en moins à vous donner. Et ça fait quand même beaucoup de choses qui, si on ne change pas ce biais de l'évaluation, si on ne change pas cette forme d'évaluation, ça va être de plus en plus compliqué. Soit il va falloir lâcher sur l'émancipation en interne, ce qui à mon avis se passe quand même de temps en temps, c'est-à-dire faute de moyens, l'émancipation des travailleurs sociaux dans le cadre des structures GEP, on se dit faut être militant quoi. Et donc l'émancipation c'est déjà un peu moins ça, mais vous voyez, c'est ce risque-là de ne pas se confronter à ça. Après, c'est pas facile, mais c'est là où il faut reprendre le réel. Parce que nous, on a toujours ça, le financeur. Attends, c'est qui? Est-ce que tu connais monsieur machin, financeur? C'est qui ton interlocuteur? Comment on discute avec déjà l'interlocuteur, qui lui a cet avantage, c'est qu'il vous connaît un peu plus que les chiffres. Pour aussi lui poser la question de qu'est-ce qui est jouable. Lui, parce que c'est aussi un expert, lui, du financement, hein. C'est-à-dire que vous avez aussi des gens qui veulent votre survie du côté du territoire. C'est qui les alliés que l'on trouve dans ces structures? Certes, ils sont pris dans les contraintes. La personne tout à l'heure d'Aquitaine, on ne sent pas qu'elle a envie de faire la peau aux structures GEP. Au contraire, elle est embêtée par ces structures du financement. Mais comment on aide justement aussi nos interlocuteurs? Comment on les interpelle? Comment on fait en sorte... Et là, pour le coup, à Thémis, nous, par exemple, on a fait des groupes sur les acheteurs publics, sur les gens de la commande publique, qui se disent on veut faire du développement durable, mais on ne sait pas comment faire. Attendez, essayez déjà entre vous de vous professionnaliser sur comment on fait. Comment on fait passer à un élu qui ne peut pas demander des économies, des coupes budgétaires, et puis en même temps des trucs ambitieux? Comment on fait ça? Et alors on a fait un lien entre le fonds GEP et toute une expérimentation qu'on a sur des territoires qui veulent s'engager sur d'autres formes de relations au tissu associatif, aux entreprises et à leur propre politique. Et voilà, c'est ces connexions-là, si on ne les fait pas, ça va être beaucoup plus compliqué de faire ça. C'est là où il faut penser toujours écosystème. Et ce n'est pas l'association toute seule qui doit le faire. C'est pour ça que l'existence d'espaces, et là c'est un peu la commande sur laquelle on tombait dans les recommandations, comme on dit, aux structures, notamment au fonds GEP, mais aussi aux têtes de réseau, mais vous en parlerez sans doute demain plus, mais c'est de dire les têtes de réseau ont un rôle particulier à jouer dans justement la révélation de cette valeur, l'organisation des débats avec les institutionnels. Et donc, il faut que ça vous équipe. Vous ne pouvez pas y aller tout seul comme ça, à vous dire tout seul, je vais changer la manière de penser d'une grande région. Enfin, vous voyez la taille des régions aujourd'hui. Donc, cette pensée écosystème, elle fait que il faut... on a besoin, en fait, de rassembler un peu les archipels. Il y a un peu ce thème-là qui sort souvent, c'est-à-dire rassembler ces expériences qui sont
qui ont l'air embryonnaires, mais qui en fait vont toutes quelque part un peu dans un sens convergent. Donc ça, je pense, c'est là où c'est pas une stratégie individuelle d'association. C'est là où c'est intéressant que le FONGEP se projette aussi sur comment on le défend un peu à tous les étages, au local, territorial, national. Il faut que la musique, on la joue tous en permanence. Hein. Nous, on n'arrête plus de la jouer d'ailleurs depuis dans Atémis. Dès qu'on croise des institutionnels, on leur dit attention au secteur GEP, les gars, parce que vous n'allez pas faire des nouvelles politiques publiques sans changer votre rapport aux associations de votre territoire. C'est pas possible. Merci Romain. Suite à une convention... Ah oui. Oui, je voudrais intervenir. Non, mais... Presque. Non, parce qu'effectivement, l'évaluation, c'est quand même effectivement quelque chose qui n'est pas simple. Moi, j'ai eu l'occasion de te le dire et aussi à Sandro. C'est vrai que ce qui a été extrêmement agréable, c'est que vous vous étonniez de tout, extrêmement bienveillant. Donc voilà, on est merveilleux et on fait des choses fantastiques. Donc l'utilité sociale, le centre social y a travaillé. Franchement, les professionnels ne se sont pas appropriés du tout les critères. Donc moi, j'étais revenue vers elle en disant, ben voilà, parce que c'est une grosse commande qu'on a de nos financeurs, de l'évaluation. On me parle de l'utilité sociale. Donc là, c'est pareil, c'est un sujet que je dois traiter pour la semaine prochaine. Dire l'impact social, comme disait Romain. Ouais, voilà, je suis bien en panne. Et qu'effectivement, j'ai quand même eu la douloureuse expérience de participer à la première journée citoyenne de Vitré, où on avait proposé effectivement de l'art éphémère, donc du tricotin, des pompons. On a quand même eu 40 personnes qui sont venues sur la matinée, des gens qui se sont éclatés, de ce qu'on appelle l'intergénérationnel, donc des lycéens, d'habitude désœuvrés qui sont venus. Il y a quand même eu aussi un élu avec sa femme qui a vraiment apprécié. Le lendemain, effectivement, tous les travailleurs sociaux, parce que notre cours donne aussi sur le CCAS, trouvaient que c'était formidable. On avait redonné vie à notre cours, etc. Et je vais assister au bilan de cette journée, et où effectivement, il y a des élus qui me disent c'est nul, la journée citoyenne, cet art éphémère, parce qu'on n'était pas les seuls à avoir choisi cette option. Il y avait aussi une résidence de personnes âgées qui l'avait fait, voilà. Et effectivement, voilà, les élus nous disant non, ce qui aurait eu de la valeur, c'est de nettoyer la ville, d'enlever, voilà. Donc moi, ça a été la douche froide. J'ai dit plus jamais, j'y participe. Voilà, mes collègues se sont quand même fait rattraper. Mais c'est vrai que cette idée de la valeur, c'est quand même avec qui on la partage, ce qu'il y a en face. Et effectivement, pour rejoindre sur la ville de Vitré, là où voilà, tout l'enjeu, c'est le développement économique. Les élus viennent de découvrir là, sur le tard quand même, que valoriser le patrimoine, c'était aussi une source pour du tourisme. Et c'était, voilà, c'est tard, hein, ça date de cet hiver. Donc effectivement, l'action sociale, on a nos élus qui nous défendent, mais voilà, c'est quand même quelques-uns convaincus depuis très longtemps, militants. Et effectivement, c'est toute la question. Merci Catherine. J'allais dire donc une blague. Suite à une convention passée de façon éphémère avec la SNCF, nous allons conclure cette table ronde pour respecter les horaires.